À partir de février jusqu'à juin 2024, Polyfill.io a injecté du code malveillant sur plus de 380 000 sites internet différents. Le total de toutes les pages infectées représentait 4% de toutes les pages web chargées dans le monde. Mais comment c'est arrivé? Et comment faire en sorte pour que cela ne se reproduise pas? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'un polyfill? Comme vous le savez, les différents navigateurs sont construits différemment, et certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles d'un navigateur à l'autre, ce qui est assez embêtant pour les développeurs. Les polyfills, ce sont des bouts de code en JavaScript qui implémentent justement ces fonctions manquantes, qu'il n'y avait pas sur tous les navigateurs, pour assurer la compatibilité du site pour quasiment tous les clients web. Cela peut être des options CSS qui ne sont pas présentes sur des vieux navigateurs, des fonctions en JavaScript, ou même certains API de navigateurs. Une des librairies les plus connues qui le faisait s'appelait Polyfill.io. Les sites pouvaient directement inclure un script vers le site polyfill.io, et automatiquement les polyfills étaient chargés pour le client selon son navigateur et sa version. C'était extrêmement pratique. Et d'ailleurs, même des vidéastes assez connus dans la sphère du développement web ont fait des tutoriels sur cette librairie, avant que l'alerte soit lancée évidemment. De plus, même si je demande à Claude 3 Sonnet ce qu'est Polyfill.io, il me répond normalement, sans me prévenir qu'il y a eu des problèmes de sécurité, car les données d'entraînement dataient d'avril 2024. C'est le problème des IA qui ne sont pas forcément à jour. Néanmoins, Polyfill.io était quand même inclus sur pas mal de sites que vous connaissez sûrement, notamment Wix, Mediafire et plein d'autres. Donc c'était pour vous dire à quel point Polyfill.io était répandu. Ce n'était pas la petite librairie du coin utilisée par quelques centaines de personnes. Mais avant de continuer, on pourrait quand même se poser la question, est-ce que les polyfills étaient vraiment nécessaires? En 2010, probablement, car c'était un peu le bordel au niveau de la compatibilité des navigateurs. Mais maintenant, en 2024, ce n'est quasiment plus nécessaire. En fait, presque tout le monde utilise des navigateurs modernes et les différences de compatibilité entre eux sont minimales. Donc à moins de vouloir supporter Internet Explorer 11 ou certaines fonctions très avancées, ce n'est pas réellement nécessaire. Et la plupart des sites ne le font même plus. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose une autre question, quel a été concrètement le problème avec Polyfill.io? En fait, en février 2024, le nom de domaine Polyfill.io a été vendu à une compagnie chinoise. L'entreprise s'appelait Funuli et se présentait comme étant un CDN classique. Maintenant, imaginez que vous avez accès à un nom de domaine et que vous avez des milliers de sites qui incluent un script qui pointe vers votre nom de domaine. À partir de là, vous l'avez deviné, c'est ultra dangereux. Car en modifiant votre script, vous pourrez faire exécuter n'importe quel code en JavaScript, sur tous les sites qui ont un script qui pointe vers votre domaine. C'est comme si vous aviez la possibilité d'exploiter une faille XSS, mais sur 380 000 sites d'un coup. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec notre entreprise chinoise. L'entreprise a en fait servi des pages web malveillantes en JavaScript à plus de 380 000 sites internet, et a donc infecté des millions de visiteurs qui ont exécuté le JavaScript de Funuli. D'ailleurs, il est quasi sûr que votre navigateur a déjà exécuté le code JavaScript malveillant de Polyfill.io au moins une fois, car environ 4% de toutes les pages sur internet possédaient un script pointant vers Polyfill.io. Mais alors, que faisait concrètement le malware? Quand on y pense, le script pouvait prendre le contrôle total de toute la page, et faire tout ce qu'il voulait avec. Vous imaginez donc les dégâts énormes. Mais d'un autre côté, le malware ne pouvait pas faire n'importe quoi, car sinon il se serait fait rapidement repérer. Il avait donc un équilibre à avoir. De plus, il y a quand même des limites. Les navigateurs récents sont sandboxés. On ne peut pas, par exemple, accéder si facilement au système de fichiers de l'ordinateur hôte. On ne peut pas non plus si facilement exécuter des programmes sur la machine. Et heureusement. Ainsi, les dégâts de l'attaque n'ont pas l'air d'avoir été si élevés que cela. Visiblement, le malware ne faisait que rediriger vers des sites étranges, qui ressemblaient à des sites de paris sportifs. D'ailleurs, les redirections dépendaient de l'heure, du jour, des entêtes HTTP, et en particulier du user agent. D'ailleurs, fait intéressant, le script retardait son exécution, pour ne pas apparaître sur des sites comme Google Analytics. Mais cela n'avait pas l'air d'être super complexe. Le code était également obfusqué, mais je n'ai pas réussi à le retrouver en entier sur internet. Donc on manque probablement de détails. D'ailleurs, peut-être que l'attaque n'a ciblé que certaines personnes particulières, comme des personnes importantes, et que le reste n'était que de la diversion. Car le serveur peut très bien servir du code JavaScript différent en fonction de votre adresse IP et du site source qui a inclus le code JavaScript. En fait, on peut difficilement le savoir, à moins de faire plein de tests avec plein de paramètres différents. Et comme c'est du code côté serveur, comme par exemple du PHP, Python, Node.js, etc. qui choisit quel JavaScript vous servir, eh bien on ne peut pas écarter cette possibilité.
N'oubliez pas qu'on ne peut pas lire le code source du serveur, donc il y a probablement plein de détails qu'on ne connaît pas encore. En fait, il est largement possible de causer beaucoup plus de dégâts. Imaginez par exemple si c'était des sites de processeurs de paiement comme Stripe ou PayPal qui étaient infectés. Imaginez si c'était des protocoles crypto avec des millions de dollars dedans. Les utilisateurs auraient pu tout simplement se faire dépouiller, car si vous pouvez exécuter du JavaScript sur ces pages, alors vous pouvez quasiment tout faire en tant que l'utilisateur, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Ce type d'attaque s'appelle une supply chain attack, ou une attaque par chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas la première fois qu'une attaque de ce genre arrive, et cela ne sera pas non plus la dernière. En fait, pour créer votre application web, vous utilisez probablement plein d'outils, comme des langages, des librairies, des frameworks, etc. Vous ne codez pas tout en assembleur. Ce n'est pas pratique et pas faisable en un temps raisonnable. Ici, l'important à noter, c'est que vous avez confiance en tous ces outils. Mais ces outils que vous installez ont potentiellement les pleins pouvoirs sur votre site, car ils font presque partie du site justement. Ainsi, l'attaque par chaîne d'approvisionnement, c'est quand un ou plusieurs de ces outils se retournent contre vous et commencent à causer des dégâts sur votre application. Ici, dans notre exemple, c'est Polyfill.io qui s'est retourné contre les 380 000 sites qui l'utilisaient. Ce genre d'attaque n'est évidemment pas isolé, c'est en fait relativement courant. L'avantage, c'est que ce n'est pas très difficile à mettre en place. Il suffit juste qu'il y ait une ou deux personnes malveillantes qui aient plus d'accès que nécessaire à un système, et paf, le résultat peut être potentiellement dévastateur. Ce type d'attaque a déjà touché plein de grandes entreprises, comme Microsoft, Airbus, Discord et plein d'autres. C'est une des raisons pourquoi il faut privilégier des projets open source avec une grande communauté quand c'est possible, pour réduire les risques, car ici on sait à peu près ce que l'on exécute. Ce qui est étonnant, c'est que l'attaque est quand même passée plusieurs mois sous les radars. Il y a quand même eu quelques suspicions en février pendant la vente du nom de domaine, comme des plaintes sur le GitHub du projet ou même le créateur original du projet qui conseillait de supprimer le script, mais cela n'a visiblement pas trop compromis l'attaque. Finalement, vers fin juin, donc quasiment 6 mois après, un rapport de sécurité est sorti. Namecheap, l'entreprise qui a enregistré le nom de domaine, a enfin décidé de bloquer le domaine polyfill.io pour écarter la menace. Mais maintenant, petite question, si vous êtes propriétaire d'un site avec un script pointant vers polyfill.io, comment vous auriez pu éviter une telle attaque ? La méthode la plus intuitive et la plus simple aurait tout simplement été d'héberger toutes ces ressources en local, y compris le script de Polyfill. Donc à part si on avait déjà inclus un code malveillant à l'avance, il n'y a pas de risque de ce côté. Mais pour certains cas d'usage, ce n'est pas toujours possible. Deuxième méthode, on aurait aussi pu vérifier l'intégrité du fichier en faisant le calcul du hash du fichier qui sera inclus et en le comparant avec le hash du vrai fichier dans l'attribut integrity. Donc si le fichier change soudainement, eh bien son hash va également changer. Donc le navigateur ne va pas l'exécuter, car le hash du fichier et le hash dans integrity ne correspondront plus. Mais c'est légèrement plus compliqué, un peu plus embêtant à maintenir, et on se prive d'éventuelles mises à jour. Une autre méthode, c'est aussi de régler le CSP, le Content Security Policy, qui est en fait un en-tête dans la réponse HTTP. Il va nous permettre de dire quels éléments sensibles, comme les scripts, bloqués ou autorisés. Du côté des géants du web, quelques protections ont été mises en place juste après les annonces en juin. Par exemple, les propriétaires de sites vulnérables qui faisaient la promotion de leur site sur Google Ads ont été contraints de supprimer les scripts polyfill.io en question. Sinon, ils ne pourraient plus diffuser leur publicité sur les résultats de recherche Google. D'autres proxys et CDN, comme Cloudflare par exemple, ont remplacé automatiquement les scripts malveillants à chaque requête. Les bloqueurs de publicité comme uBlock Origin ont également commencé à bloquer les scripts polyfill, etc. etc. Mais c'était déjà pas mal trop tard. Ici on parle d'une attaque qui certes apparemment n'a pas causé trop de dégâts, mais qui a quand même duré presque 6 mois avant que la nouvelle ne sorte. D'ailleurs, qui vous dit qu'un autre outil n'a pas été compromis, et qu'une autre attaque de ce genre n'est pas en cours d'exploitation? Alors, pourquoi je vous parle d'une vieille attaque datant d'il y a 3 mois? Des attaques, il y en a plein, et il y en aura de plus en plus. En fait, c'est pour vous dire que la cybersécurité, cela paraît être quelque chose de très technique, avec plein d'hexadécimales, des protocoles compliqués, parfois même des maths avancées, etc. Et c'est le cas. La cybersécurité, c'est très compliqué. Et s'il y a des petites erreurs de conception dans les applications et les protocoles utilisés, alors il peut y avoir de très gros dégâts. Mais quand le tout est très bien conçu, les problèmes de sécurité peuvent quand même se situer autre part.
En fait, la cybersécurité, c'est un peu comme tout, c'est aussi une question de confiance. Votre code et vos données sont entre les mains de milliers de personnes et de milliers d'outils que vous utilisez au quotidien. Et vous êtes obligé de faire confiance à la personne qui a écrit le code de ces outils que vous exécutez. Que ce soit le navigateur, le Windows, le Linux, les extensions, le portefeuille crypto, les comptes bancaires, les compilateurs, etc. Ils ont un énorme pouvoir sur vous. En fait, on est tous très vulnérables, surtout si on n'utilise pas que de l'open source. Par exemple, 30% de tous les sites internet utilisent des scripts provenant de Google Analytics. 20% des sites utilisent des scripts Facebook Pixel pour le tracking. Imaginez que se passerait-il si Google injectait des malwares dans ces scripts. D'ailleurs, il le fait déjà plus ou moins, vu la quantité de données que l'entreprise récolte. Mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des précisions à apporter en commentaire, n'hésitez pas, je lis absolument tous les commentaires. Si tous les sujets liés à la sécurité informatique vous intéressent et que vous voulez démarrer rapidement, vous pouvez télécharger mon guide gratuit sur comment démarrer dans la cybersécurité, le lien est dans la description. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.